Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin pour votre rendez-vous matinal d'information sur Actu Matin. En ce vendredi 20 mars 2026, jour de célébration, nous souhaitons une très bonne fête à toute la communauté musulmane à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr. Après un mois de foi, de discipline, de partage et de solidarité, que cette fête soit justement pour toute la communauté musulmane au moment de joie, de paix et de retrouvailles et de bénédiction. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr à toutes et à tous. Ce matin, dans l'actualité politique, à la veille de moments très attendus, celui de la présentation du projet de société de Romiad Ouadaï prévu pour ce samedi. Une question se pose déjà dans l'opinion publique. Peut-il diriger le Bénin? Une interrogation au cœur de notre échange avec notre invité ce matin. Esquinol Thibaut Akpakpo, jeune engagé, acteur politique. Depuis dans cette émission, nous prendre également un peu de la hauteur avec un scientifique sur notre société. Je serai avec Dr Darus Vegbar. Il est le président justement de l'amicale des sociologues anthropologues. Avec lui, justement, nous allons analyser le rôle des sociologues dans le développement du Bénin. Quelle place pour la sociologie dans la construction des politiques publiques. Ensuite, dans la cage à questions avec Franck Aounou, nous irons à la rencontre des conducteurs de Tassimoto, les émigrants, pour comprendre leur attente vis-à-vis du prochain président de la République. Et voilà pour vous le menu de votre matinale. Vous aurez bien sûr votre bulletin d'information avec Teddy Goudalo. À nouveau, bonjour et bienvenue, justement. Très bon réveil à vous dans vos maisons. Voilà chez vous le bulletin d'information. Dans le sommaire de votre bulletin d'information ce vendredi 20 mars, la communauté musulmane célèbre l'Aïd el-Fitr dans le monde entier, vous le savez. Cette célébration est marquée par une grande prière sur les places Idi. Que doit faire le fidèle musulman avant d'aller prier et comment fêter? Élément de réponse à suivre avec El Hadj Abdul Wahab Alao, imam de la mosquée centrale d'Arrozon. Akbaou. Ensuite, du côté des forces armées béninoises, elles ont procédé ce mercredi dernier au lancement officiel d'une opération pratique de renforcement des capacités des troupes baptisées Alligator. La cité historique de Ouida a été le théâtre d'un exercice militaire qui a consisté à traquer et neutraliser un groupe de djihadistes qu'on rendu à suivre dans un instant. Tidi Goudalo, bonjour. Eric, bien bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne fête ce matin avec vous. Stop et fin pour le carême musulman, Teddy Goudalo. La communauté célèbre aujourd'hui le ramadan. Absolument, à l'instant même, les fidèles s'activent pour rejoindre les places Idi pour la grande prière. Alors, question, que doit faire le musulman avant d'aller prier et comment doit-il passer cette journée de fête? Nous allons suivre les éléments de réponse avec l'imam Abdul Wahab Alao. Il est l'imam de la mosquée centrale d'Arrozon à Paou, c'est bien à Ouida. La fête se déroule souvent à 10 heures. Maintenant, on ne jeûne pas pour aller à la mosquée. On a déjà jeûné pendant 30 jours. Il ne faut pas rester affamé. Au moins prendre des dates ou de l'eau ou de fruits, etc. Mais il ne faut pas laisser le ventre affamé pour aller à la prière. Prendre une bonne douche. Se parer de son plus bel habit et se parfumer pour les hommes. Les femmes aussi peuvent utiliser des parfums dont les odeurs ne sont pas trop frappantes afin de ne pas attirer les regards négatifs. Et dès la veille déjà, on commence par dire la formule Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd, qui signifie Allah est le plus grand, certes il est le plus grand, c'est à lui la grandeur, nulle divinité méritant adoration autre qu'Allah, il est vraiment le plus grand et à lui appartiennent toutes les louanges. Donc cette formule, le musulman répète ça dans la mosquée, à la maison, etc. pendant tout le temps. Et ensuite maintenant, aller à la mosquée assez tôt. Lorsqu'on vient à la mosquée de l'Aïd, on ne fait pas des unités de prière avant de s'asseoir. On vient, on s'assoit et on continue par prononcer la formule que j'ai dite tantôt. Et on ne vient pas pour aller végéter sur les réseaux sociaux, montrer que voilà ici l'habit que j'ai porté. On prononce la formule tout en espérant l'arrivée de l'imam. Par la suite maintenant, l'imam vient, l'imam commence la prière. Il n'y a pas à l'iqama, le petit appel avant la prière, l'imam vient directement, il dit sauf, et on commence la prière. La prière, c'est de 2 unités. Il finit la prière, on est patient pour écouter le sermon, parce que le sermon fait partie intégrante de la salat, de la prière. On finit d'écouter le sermon, l'imam va certainement faire des invocations. Après cela, on se salue chaleureusement. On se salue, on salue les uns les autres, etc. Tout le monde vient à la prière, même les enfants. Même les femmes menstruées ou en lochi. Mais les femmes menstruées ou en lochi ne prient pas, restent à côté pour suivre. Et à la fin, salut tout le monde. Voilà donc pour ces conseils de l'imam Abdul Wahab Alao, imam de la mosquée centrale d'Arhozon à Pau. Une autre santé dans ce bulletin d'information dans le but d'impacter plus de jeunes et faciliter leur autonomisation. Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA dote le ministère des Sports de matériel dans le cadre de la mise en œuvre du projet Yes au Bénin, un projet de l'UNFPA Bénin et du Luxembourg piloté par la direction de la jeunesse et de la vie associative du ministère. On va suivre le compte rendu avec Candide Rourentor et Elvis Tonoukouen. Mise en œuvre du projet de renforcement de l'engagement des jeunes pour les 3 matières de santé sexuelle et reproductive. L'UNFPA apporte une nouvelle contribution au ministère des Sports dans le mécanisme de coordination et d'appui technique. C'est à travers la remise d'un important lot d'équipements informatiques évalué à environ 24 millions de francs CFA pour contribuer au renforcement de l'impact des différentes interventions sur le terrain. Il comprend des ordinateurs, une photocopieuse, des enregistreurs et appareils photo-vidéo. À tout ceci s'ajoute un véhicule pick-up griffé aux couleurs du projet YES. Par la voix du ministre, nous vous disons, et du ministère des Sports, nous vous disons merci pour cet appui que vous nous apportez. Et rassurez-vous et rassurez vos partenaires et nos partenaires d'ailleurs que ces matériels seront utilisés à bon escient. Fruit d'un partenariat stratégique entre l'UNFPA et le Grand-Duché de Luxembourg, cet appui matériel viendra jouer un important rôle dans l'amélioration des activités du projet, mais aussi dans la réalisation des politiques de développement, notamment celles qui touchent directement la jeunesse. Il facilitera également la mobilisation et l'encadrement des jeunes. UNFPA et le Grand-Duché de Luxembourg réaffirment encore leur détermination à accompagner les efforts du gouvernement pour l'amélioration de l'accès des jeunes à des informations et des services fiables de santé sexuelle et reproductive, de qualité bien sûr, et la promotion de leur participation active dans les dynamiques de développement, ainsi que pour la contribution à la vision 2060 à la FIA, un monde de splendeur. Cette remise de matériel sera renforcée dans les tout prochains jours par des équipements additionnels actuellement en cours d'acquisition. La vision est claire, faire en sorte que chaque jeune fille comme garçon puisse réaliser son plein potentiel dans un environnement sûr, inclusif et respectueux de ses droits. Voilà, merci à vous Candide Rourentor pour tous ces détails. Modernisation du réseau routier au Bénin, la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT-EXA franchit un cap historique. Elle a officiellement lancé mercredi 18 mars 2026
Sirat Pay. C'est une solution digitale qui vient désormais mettre fin aux nombreuses contraintes opérationnelles et aux difficultés liées à la gestion de la monnaie et aux longues files d'attente au niveau des postes et de péage. La nouvelle application est présentée devant un parterre de personnalités des ministères de l'économie, du cadre de vie et des partenaires. Ouliat Sanoussi. Sirat Pay, une solution digitale conçue par la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire Sirat SA pour moderniser et améliorer l'expérience des usagers sur le réseau routier national. C'est une innovation majeure qui apporte une solution simple et sécurisée aux problèmes rencontrés au niveau des péages. Sirat Pay est une application simple et accessible à tous. Elle nous permettra désormais de régler nos passages sans avoir à nous arrêter comme vous avez pu le voir, mais ce, après avoir rechargé notre compte au moyen du paiement que nous aurons choisi, que ce soit mobile money ou carte bancaire. Sirat Pay offrira également d'autres services et fonctionnalités créés pour nous faciliter la vie et faciliter notre gestion. À l'occasion, l'application Sirat Pay et ses différentes caractéristiques sont présentées à l'assistance par le directeur d'exploitation à la Sirat. Cette solution de carte téléchargeable sur Google Play, App Store et en version web s'adresse entre autres aux particuliers, aux entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises ou celles disposant d'une flotte de véhicules. Mais cette innovation ne s'adresse pas qu'aux particuliers. Avec Sirat Pay, les entreprises disposeront d'une interface unique offrant traçabilité et facilité de gestion des dépenses de péage. Les transporteurs pourront payer ou faire payer à distance les droits de passage et même les pénalités de surcharge, le cas échéant. Fini donc les longues files de camions immobilisés au péage. L'objectif que nous visons est clair, c'est faire gagner du temps, fluidifier la circulation, offrir un service plus moderne aux usagers. Selon le directeur général de la Sirat SA, cette nouvelle application incarne une vision, celle d'un Bénin moderne où les infrastructures routières s'appuient sur le numérique pour offrir des services rapides, transparents et fiables aux usagers. Des nouvelles maintenant des forces armées béninoises. Elles ont procédé hier, sinon mercredi dernier, au lancement officiel d'une opération pratique de renforcement de capacité des troupes baptisée Alligator. La cité historique de Ouida a été le théâtre d'un exercice militaire qui a consisté à traquer et neutraliser un groupe de djihadistes, compte rendu avec Hugues Veingbe et Jocelyn Bariga. Un détachement d'un sous-groupement tactique à dominance blindée Interarmes Alpha en mission de reconnaissance offensive entre Togben et Grand Popo, axe de la route des pêches. En mode approche sous blindage, l'infanterie motorisée se dirige vers un bâtiment infesté de terroristes. Sous pression, l'ennemi attaque. Au cours de l'échange de tirs, les soldats réussissent à investir le refuge des djihadistes. L'ennemi est promptement neutralisé. L'opération qui intervient après le nettoyage de 2 autres bâtiments du site est commandée par le chef d'escadron, Kofi Hugues Zodi. Nous avons eu des renseignements selon lesquels des individus armés non identifiés se seraient retranchés dans 3 bâtiments le long de la route des pêches et à partir de ces bâtiments rançonneraient les populations. Cet exercice est organisé par les forces armées béninoises dans le cadre de l'opération Alligator, officiellement déclenchée ce mercredi 18 mars. C'est un exercice en fait qui s'inscrit dans le cadre du cycle de préparation opérationnelle de nos troupes. Et pour cette année-ci, l'objectif c'est d'outiller nos hommes réunis en sous-groupement interarmé tactique avec des moyens adaptés pour pouvoir faire face aux menaces hybrides qui se développent de plus en plus aujourd'hui de par le monde et particulièrement au Bénin dans le Nord. Au dire du porte-parole des FAB, l'opération est de nature à causer quelques désagréments aux populations. Nous les invitons à beaucoup de sérénité. Tout ce qui est munitions utilisées sont des munitions à blanc, donc qui ne sont pas des munitions létales. Il va y avoir également quelques perturbations du trafic, mais tout cela s'est fait en coordination avec les autorités locales.
Alligator se déroule jusqu'au 30 mars prochain dans les villes de Cotonou, Ouida, Alada, Grand Popo et Porto Novo. Une note politique à présent. Les populations vivant du lac Ayemé et ses chenaux rejoignent la vague du soutien au duo de candidats Wada Talata pour la présidentielle de 2026. Une position affichée au cours d'un meeting organisé par le mouvement des jeunes engagés pour la continuité. L'événement s'est déroulé à Agatogbo dans le département du Mono. Narcisse Alossé pour le compte rendu. Ils sont pour la continuité de la dynamique engagée au Bénin depuis 2016 et ces jeunes vivant autour du lac Ayemé ont tenu à l'exprimer à la face du monde à travers une mobilisation des grands jours. Elle est la manifestation de la confiance que nous plaçons dans les compétences, le leadership et la vision du développement porté par Romuald Wadayi. Romuald Wadayi, pour qui leur creusait le mouvement des jeunes engagés pour la continuité, vaut une énorme admiration. Sous son leadership, la gestion des finances publiques de notre pays a connu des transformations importantes. Une gestion plus rigoureuse de nos ressources. Une crédibilité du Bénin qui est renforcée sur la scène internationale. À ce parcours, ils ont ajouté des réformes portées par l'homme et qui, selon eux, ouvrent de nouvelles perspectives pour les générations à venir. Seulement, ont-ils insisté, leur déclaration va au-delà d'un soutien politique. Elle reste surtout un engagement citoyen. Nous devons aller de hameau en hameau dans une approche d'engagement qui est propre à nous, jeunes, d'aller convaincre nos amis, nos parents de sortir et d'aller voter massivement le 12 avril pour notre duo de candidats Wadayi Talata. Tour à tour, les responsables des associations sœurs qui se sont succédés au pupitre ont salué cet engagement des fils du lac Ayemé. C'est important que nous soyons rassemblés tous ensemble autour du duo Wadayi Talata. Je porterai le message que vous nous avez adressé ce soir aussi haut que possible. Le mouvement des jeunes engagés pour la continuité héberge plusieurs centaines de jeunes gens et de jeunes dames, des militants qui viennent d'une quinzaine d'arrondissements bordant le lac Ayemé. À l'instant, Narcisse Alossé, le Festi Hand célèbre les anciennes gloires et les jeunes handballeurs et handballeuses à Abomey. Le festival itinérant de reconnaissance du travail abattu par plusieurs générations dans cette discipline sportive au Bénin est à sa 3e édition. Comme à chaque numéro, un hommage mérité est rendu aux artisans des performances du Bénin pendant toutes ces années de pratique. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudouno. À Abomey, le handball se transmet comme un héritage précieux génération après génération. La 3e édition du festival de handball FestiHand a mis en lumière le travail accompli depuis 5 générations. Une initiative louable qui honore l'ancienne garde tout en préparant une relève de qualité. Je faisais partie de la 3e génération des handballeurs d'Abomey. Monsieur Kabin Kako, ça fait 5e génération. Et si il a cette initiative, il faudrait qu'on l'encourage et qu'on l'assiste. Au Bénin, le sport fait peau neuve sous le régime du président Talon. Désormais, il est mieux organisé grâce à une structuration solide. Il offre aux jeunes un avenir prometteur. De quoi enthousiasmer les anciennes gloires qui voient dans cette dynamique une véritable chance pour les enfants qui reprennent le flambeau. C'est des enfants qui évoluent à plein temps, qui promettent un avenir meilleur, étant entendu qu'ils sont eux-mêmes très engagés. Et l'État a mis en place un système qui favorise leur éclosion. Pour Gabin Kakpo, parrain de cette édition du FestiHand et figure familière du handball béninois, ce rôle n'a rien d'anodin. Il s'inscrit dans un objectif clair. L'initiative est d'abord d'un promoteur qui est Gabin Fanou. Et derrière, en acceptant d'être parrain, c'est juste mettre en exergue tout le travail qui a été fait pendant 5 générations. Le nouveau conseil communal, nous sommes ouverts à toutes sortes d'initiatives qui apportent vraiment de la joie au niveau de la population, mais non seulement qui apportent du développement,
à travers le capital humain. L'édition 3 du FestiHand à Abomey, ce sont des matchs dans la catégorie U15, des rencontres avec les anciennes gloires, des expositions de portraits de grands noms du handball béninois, mais aussi des distinctions pour nombre d'acteurs vivants ou ayant tiré leur révérence. Autant d'initiatives qui donnent à ce rendez-vous une dimension particulière entre mémoire et avenir, tradition et modernité. Avec Canal+, c'est royal. C'est sur cette note sportive que nous mettons un thème à ce bulletin matinal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Éric Guédénon. Merci à vous, Teddy Goudalo, pour ces informations dans votre bulletin. Après vous, je serai avec mes invités. D'abord, dans un premier temps, je serai avec Esquinol Thibaut Akpapo, acteur politique, ingénieur en environnement et santé. Avec lui, nous allons évoquer cette question en lien avec la présentation du projet de société du candidat Romiad Wadani, prévu pour ce samedi. Romiad Wadani peut-il diriger le Bénin? Eh bien, nous allons essayer de répondre à cette question avec notre invité. Ensuite, je serai aussi avec Dr Darius Vegba. Il est le président de l'amicale des sociologues et anthropologues. Avec lui, nous allons analyser le rôle des sociologues dans le développement du Bénin. Quelle place pour la sociologie dans la construction des politiques publiques? Et puis ensuite, justement, votre rubrique dans la cage à questions avec Franck Aounou, et qui reçoit pour vous un conducteur de taxi moto avec son invité. Justement, ils vont échanger autour des attentes vis-à-vis du prochain président de la République. Voilà ce qui vous attend juste après le bulletin d'information. On marque une pause et puis on vous revient. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelle reine ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 1000 francs dès la formule évasion. L'installation est offerte. Grâce au microcrédit à l'AFIA, Mariam a fait grandir son commerce. Avec le microcrédit à l'AFIA, Kofi a acheté cette nouvelle machine. Bonne nouvelle, le microcrédit à l'AFIA 3 est arrivé. Avec le microcrédit à l'AFIA 3, empruntez de 100 001 francs à 200 000 francs CFA pour développer votre commerce, investir dans vos projets et augmenter vos revenus. Un crédit rapide et simple à rembourser chaque semaine ou chaque mois. Rendez-vous vite dans l'une de nos institutions de microfinance partenaires. Pour toute information, appelez gratuitement le 73 20 de 8h à 18h, 7 jours sur 7. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. De la société civile et surtout des médias qui aussi ne s'engagent pas, mettons, dans le jeu afin de l'expliquer suffisamment aux populations. Je pense que ceux qui nous ont entraînés dans la fièvre du renouveau démocratique en 90 ont fait ce qu'il fallait, ce qu'ils pouvaient, mais aujourd'hui que nous avons, avec le recul, constaté tous les problèmes qu'il y a autour, nous pouvons commencer à les corriger courageusement et redonner le pouvoir aux citoyens électeurs. Il faudra aussi montrer l'exemple. Et on n'a pas l'impression que nos aînés nous aident beaucoup. Ils ne nous aident pas parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ceux qui s'opposent à un gouvernement ne s'opposent pas à ce gouvernement-là forcément parce que le pays recule. Ils s'opposent à ce gouvernement-là peut-être parce qu'on leur demande de le faire. Il y a des télécommandes qui disent ce président-là, il faut l'arrêter. Celui-là, il faut faire en sorte qu'il dégage. Et celui-là, il faut faire en sorte qu'il n'atteigne pas, qu'il ne réussisse pas tel projet. Vous voyez? Donc, il y a de ces choses-là qui se font avec les nationaux. Et c'est pour ça que les hommes politiques doivent faire attention à travailler pour le pays plutôt que pour d'autres intérêts
qui ne sont pas des intérêts nationaux. Alors, l'Afrique de l'Ouest a un problème avec la démocratie, ou c'est plutôt Jacques Chirac qui avait raison en disant que la démocratie est un luxe pour les Africains? La réponse à cette problématique pourrait se trouver un peu dans ce que disait le professeur Maurice Aranz-Oglele lorsqu'on faisait la popularisation de la nouvelle constitution de 1990, 90, oui. Où il disait que il faut absolument qu'avec le vent qui souffle là, pour qu'on ne soit pas dépassé par les événements, qu'on fasse en sorte que les fondamentaux de la démocratie soient enseignés. Que la Constitution soit enseignée à partir de l'école primaire. Que les questions touchant aux droits de l'homme soient enseignées à partir de l'école primaire jusqu'à l'université. De façon à ce que le citoyen ait l'élévation mentale nécessaire pour comprendre au fur et à mesure que les tests qui ont été désormais adoptés appellent de la part du citoyen un certain comportement. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. Retour sur le plateau d'Actu Matin. Je suis avec mes invités. Justement, on va d'abord parler politique avant de parler sociologie. Eh bien, vous le savez, ce samedi, ça va être la présentation du projet de société du candidat Romiad Ouaddaï. Mais une question se pose déjà dans le débat public. Peut-il diriger le Bénin? Et c'est la question que je vais poser à notre invité, Esquinol Thibaut Akpakpo, jeune acteur politique, mais aussi ingénieur en environnement et santé. Esquinol Akpakpo, bonjour. Bonjour monsieur. Merci de votre disponibilité à être avec nous sur notre émission. Allez, dites-nous, en tout cas, selon votre regard, votre observation en tant qu'un jeune acteur politique, comment avez-vous trouvé les 10 ans du président Patrice Talon? Merci. Pour commencer, je dirais simplement que le bilan de 10 ans se juge donc sur la modernisation et l'économie, les réformes et autres. Certains verront, vous voyez, certains verront des progrès en matière des réformes et de la modernisation. C'est ça. Par contre, d'autres vont toujours critiquer. Ce qui est important, c'est que nous sommes arrivés à un essentiel. Nous devons d'abord saluer le courage politique du président de la République. Parce que les réformes qui ont été entreprises dans ces derniers temps, engagées dans ces derniers temps, demandaient donc un courage politique réel. Il fallait être courageux. Il faut vraiment être courageux avant donc, de prendre ces genres de décisions. C'est ça. Et gouverner, ce n'est pas facile. Gouverner pour moi, ce n'est pas seulement gérer l'existant. D'accord? C'est la capacité à donc prendre des décisions difficiles, mais nécessaires pour pouvoir transformer l'État. En tout cas, elle avait dit qu'il a pris le risque d'être impopulaire dans ses actions. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, où Patrice Talon est en train de passer, je dirais, ces derniers mois à la tête de notre État, puisque nous sommes engagés dans un processus électoral, et est-ce qu'il est rentré dans l'histoire?
Vous savez, parlons de l'histoire, moi je dirais oui, qu'il est vraiment rentré dans l'histoire. Puisque dans l'histoire des États, les périodes les plus difficiles sont celles où les dirigeants prennent des décisions fortes pour toujours transformer l'État. Et le président en a donc profité pour en choisir beaucoup. Vous savez, pourquoi moi je dirais donc que c'est resté dans l'histoire, et ça va toujours rester dans l'histoire, c'est déjà... C'est clair dans votre tête, quoi. C'est clair, il n'y a rien à dire. Et c'est les faire. Je ne suis donc pas en train de parler en regardant juste autre chose. Je regarde juste les faire. Je vais vous dire, le travail qui a été abattu dans ces 10 dernières années, je vous promets que ça n'avait jamais été existé. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais assisté à cela. Puisque le président en a fait de ces 10 ans un travail remarquable, formidable, audacieux. Moi, j'ai eu à discuter avec un aîné qui m'a invité d'ici. J'étais parti le voir à Boycon. Et c'est un aîné, c'est un vieux père, c'est un pépé qui est né dans les années 1954, je crois. Et il en a dit qu'on doit saluer l'effort que le président Talon a eu à faire en si peu de temps. Pas parce qu'on va regarder l'homme, on va regarder ses actions, ses prises de courage, de décision, des réformes et autres. Donc pour moi, l'histoire, elle est écrite et elle sera donc narrée, racontée à la génération future. Vous êtes sûr. Très Mais sûr. Aujourd'hui, dans le débat politique, nous avons des candidats, justement, qui vont participer à l'élection présidentielle. Il y a du côté de la mouvance le candidat Romiad Wadahi, qui devient en même temps un héritier de la dynamique de Patrice Talon. Est-ce que vous pensez que ce candidat pourra vraiment assumer cette responsabilité? Ouais, je le pense très bien. Ce n'est pas que je pourrais qu'il pourrait assumer, ce n'est pas ça. C'est un monsieur qui est resté à la gestion de notre finance. Et puis, il a travaillé. Ce n'est pas n'importe qui de rester à la tête de la finance publique pendant près de 10 ans. Et s'il a eu de faillites, ce n'est pas évident qu'il serait encore là. Aujourd'hui, on l'aurait limogé. Déjà, puisque le président Talon, vous le connaissez en sa qualité de tenir ce qui est bon et de mettre à côté ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Donc moi, je dirais qu'il est donc capable de gérer donc notre pays, puisque le profil technocratique que porte ce monsieur va donc apporter beaucoup, puisqu'il en a à discuter avec les investisseurs. C'est un monsieur qui connaît beaucoup à l'international. Je crois bien qu'il est vraiment capable de tenir et de faire une bonne gouvernance pour le Bénin futur. Parce que l'inquiétude en même temps, c'est vraiment de ne pas chuter, puisque vous venez de saluer le travail qu'a fait Patrice Talon ces 10 dernières années. Si, après sa succession, on note véritablement une chute, ça va être peut-être un problème dans plusieurs secteurs. Alors, le profil que vous évoquez pour Romiad Wadahi, pour lui, à la tête du ministère de l'économie et des finances, à maîtrise des rouages, je dirais, des finances à l'échelle internationale, ce sont des atouts pour lui? Vraiment, ce sont des atouts. Puisque aujourd'hui, la politique a besoin de la compétence. Vous voyez? Donc ça ne sert à rien d'aller choisir n'importe qui pour venir représenter, gérer notre pays. Donc le président Talon en a vu en sa personne quelqu'un qui est donc capable de le faire. Il n'y a pas de problème pour ça. Moi, écoutez, on lui avait confié notre gestion de la finance du pays. Ce n'est pas un petit truc. Et il en a fait avec une crédibilité, une rigueur, et qui maintient sur ses épaules cette posture. Et pour moi, c'est un grand avantage. On ne peut pas avoir de regret en lui confiant notre gestion. Il n'y a rien à dire. Et puis, vous parlez maintenant que si peut-être, s'il arrivait à échouer, là, ça serait un peu compliqué. Mais je ne pense pas qu'il va échouer. S'il faut même acheter des compétences autour de lui pour donner un bon résultat, on va le faire.
Vous savez, on a des défis à relever, hein, notamment les questions de l'emploi, les questions de la jeunesse. Romain Wardani, lors de son investiture, a adressé un message à l'endroit de la jeunesse. Vous, jeunes, qu'est-ce que vous attendez, par exemple, du prochain président de la République? Le prochain président de la République a donc l'obligation, le défi majeur de leadership doit se faire face au problème d'emploi. La jeunesse, nous en avons besoin de l'emploi. Des opportunités. Des aussi. opportunités. C'est un monsieur qui est dans les finances. Il fait l'international, il a des investisseurs. Il peut donc appeler ces investisseurs à venir implanter donc des sociétés dans notre pays qui pourraient donc permettre à la jeunesse de trouver de l'emploi. Il doit beaucoup travailler sur l'emploi et il le sait très bien. Aujourd'hui, dans notre République, il y a certains jeunes qui ont déjà trouvé quelque part où ils sont en train de travailler. Mais tant qu'il reste à faire, il n'y a rien à faire. Mais moi, je crois que le futur président, va devoir faire tout ce possible pour donner beaucoup d'emplois à la jeunesse. Et l'industrialisation aussi est très importante. Puisque à force de pouvoir inviter les gens à venir, votre crédibilité en fait, votre statut, votre honnêteté va donc convaincre les investisseurs à venir implanter. Donc. Et une fois ici, au pays, s'ils implantent des sociétés, vous voyez que le nombre de chômage va diminuer. Et tout cela sera fait par la vision du futur président Wardani. Alors, dans cette compétition, on parle beaucoup du candidat de la mouvance, notamment Romuald Wardani, et très peu du candidat de la force Corée pour un Bénin émergent. Vous, qui avez été militant de cette même formation politique, alors si jamais la force Corée pour un Bénin émergent gagnait les élections, quel serait votre état d'esprit? Mon état d'esprit, vous savez, écoutez monsieur, moi j'aime pas la distraction, d'accord? Puisque la distraction est une maladie contagieuse, d'accord? Et qui fait donc régresser l'esprit de la vision, alors que l'esprit de la vision doit se concrétiser en action pour le bien-être de l'homme. Sur ce point, je ne peux pas dire non. On ne dit jamais. Ça peut arriver. Et par le passé, le président de la République en a parlé à plusieurs reprises. Je cite, il dit, s'il arrivait que l'opposition prend le pouvoir, la mouvance est prête pour travailler avec l'opposition. Là, nous allons parler du développement. D'accord? Et non de la politique. Donc, si il arrivait un moment où la FCB prend le pouvoir, il n'y a pas de problème. Nous, on est là. On va travailler avec eux. Mais ça va être un regret pour vous. Non, ça ne sera pas... Non. Vous avez claqué la porte. Non, c'est vrai, j'ai claqué la porte. Mais à un niveau donné, il faudrait laisser la politique et penser au développement. Et pour le développement en a donc besoin des uns et des autres. Ça ne serait à rien de choisir un camp et pour ne pas contribuer. Non, ça ne serait pas un regret. Et ça, c'est vraiment pas un regret pour moi. Mais comment vous observez aujourd'hui l'activisme de ce candidat? Nous sommes à quelques jours, je dirais même, de la campagne électorale. Ce sont vos anciens camarades. Est-ce que vous êtes toujours en contact? Et comment vous voyez les choses? Non, moi, je suis quelqu'un, je ne juge pas. Je vois à travers. C'est-à-dire, c'est vrai que je ne suis plus de l'autre bord. Mais ça, ce n'est pas une question de se mettre à l'écart, de ne pas se voir. On discute très souvent. Même avant-hier, je pensais très bien qu'on était restés ensemble. On a parlé, on a discuté. De l'avenir du pays. De l'avenir de notre pays. Il y a au cours de cette discussion, les avis ne seront jamais les mêmes. C'est vrai. Mais ça, je crois que c'est pas... On reste amis. On reste amis, ça, c'est pas une fin en soi. Après la politique, il y a le développement. On doit se mettre ensemble pour travailler pour le rayonnement de notre cher pays, le Bénin. Puisque vous êtes convaincu, justement, de la vision que porte le candidat Romuald Wardani, vous êtes coordonnateur d'un mouvement G12WT.
Aujourd'hui, on remarque beaucoup de mouvements et d'associations qui accompagnent le candidat, mais tout ça, c'est pour quel objectif? C'est vrai. Chacun est libre dans ses prises de décision et de soutenir ou de ne pas soutenir. Il y a des gens qui soutiennent, pas de confession, pas la foi. Il y a d'autres qui vont le faire pour le faire. Mais nous ne sommes pas dans cette optique. Moi, je suis un jeune. Écoutez, notre vision de notre mouvement G12WT, on a une vision. Notre vision, elle est claire. Un jeune ne combat pas un autre jeune. D'accord? Un jeune ne doit pas combattre un autre jeune. En ce sens, non, c'était même dit que le président de la République a tracé donc le chemin. Si Romuald Wadaye n'est donc pas porté par un vote massif de la part de nous, jeunes, ça serait un échec. Ça sera plutôt un échec pour la jeunesse elle-même. Puisqu'on en a beaucoup créé, qu'on espère être dans des instants de décision au haut niveau. Vous pensez que c'est l'opportunité maintenant? C'est pas qu'on pense, c'est l'opportunité. On ne pense pas que c'est l'opportunité. Et grâce à la dynamique impulsée par le président Talon, nous avons cette ouverture pour pouvoir démontrer au président Talon qui n'a pas eu tort de pouvoir nous donner cette confiance. J'étais la dernière fois à Parakou, par exemple, j'étais allé voir le jeune maire. Nouvellement élu. Oui, mais comme lui, il y en a bien d'autres. Hein. On a vu beaucoup de maires jeunes aujourd'hui à la tête de la commune. Mon ambition, moi j'ai des objectifs en fait. Moi je souhaiterais donc être présent dans des instants de décision à l'âge de moins de 35 ans. Mais ce n'est pas encore arrivé. Mais je ne dirais pas que c'est tard. Vous préparez le terrain. L'homme propose et que Dieu dispose. Et quand je vois un jeune comme moi de ma génération qui porte la gestion de la gouvernance d'une mairie à statut particulier, je suis très fier de lui. J'étais parti le voir, mais je lui ai dit, mais écoutez, vous avez donc eu la chance d'être à ce niveau. Ce qui est important, c'est de travailler. Hein, c'est de travailler. Et les résultats. Surtout les résultats qui vont produire. C'est à ça que nous allons apprécier le travail. Voilà, c'est pas seulement parce qu'ils sont jeunes ou pas, c'est le travail qu'ils le feront à la tête de ces communes. Pour ne pas donner tort à celui qui nous a donné confiance. Alors, vous avez évoqué tantôt le besoin d'un vote massif pour Romuald Wadaye. Alors, sur le terrain, il faut travailler aussi. Il ne suffit pas d'être candidat, d'être jeune, et puis le vote est massif. Il faut aller convaincre. Dans votre zone, par exemple, vous êtes sûr que vous serez écouté? Vous savez, nous on fait notre travail. La dernière fois, je suis coordonnateur d'un mouvement G12WT et que je coordonne plus de milliers de jeunes, vous le savez très bien. Nous avons aussi une base estudiantine sur le campus qui porte notre mouvement. Ils sont aussi des milliers de jeunes. On a beaucoup travaillé sur ça. On essaye toujours de travailler, de convaincre. Nous avons les arguments qu'il faut, pour pouvoir... ça va être du 100%. Non. Chez nous, moi, dans ma zone, la mobilisation, elle est forte. Elle est forte et je vous promets que c'est 100% Wadaye. Il n'y a rien à dire. D'accord. Est-ce que aussi, à côté de cet engouement qu'on observe entre mouvements, associations, ce n'est pas aussi des questions d'intérêt pour vous Quand on parle des questions, vous savez, l'intérêt, il est partout, On fait quelque chose pour quelque chose. Donc vous avez reçu un financement? Non. Voilà, ça a été un problème majeur avec le bureau, les membres de mon mouvement. Pour eux, j'ai pris de l'argent chez Wadaye, j'ai été financé par Wadaye, ce qui n'est donc pas le cas. Nous, l'éducation que moi j'ai reçue de mes parents, on ne doit pas attendre avant de faire si vous voulez le faire. Le peu de moyens que je dispose, je mets dans les activités de notre mouvement pour pouvoir convaincre. Je n'ai pas besoin de... D'ailleurs, je ne connais pas le monsieur Wadaye Romuald, je ne le connais pas en personne. D'accord? Et ce qui est important, c'est la vision et l'avenir. Les questions importantes de l'emploi des jeunes, c'est ça qui est, moi, mon problème. Je n'ai pas besoin d'avoir de l'intérêt avant de faire le travail
d'apporter un savoir plus pour le développement de ma nation. Merci à vous, Thibaut Esquinol Akpakpo. Vous serez demain du côté du Palais des Congrès, enfin, je suppose, puisque votre candidat va présenter son projet de société. On aura l'occasion de voir les grandes lignes de la vision qu'il porte pour le Bénin dans les 7 prochaines années. Peut-être aussi qu'après sa présentation, nous aurons aussi la présentation de M. Paul Rompé, candidat du parti La Force Corée pour un Bénin émergent, parce que c'est à ce moment que les Béninois pourront justement peser des deux côtés du contenu de ces projets de société et se décider, notamment le 12 avril prochain. Merci à vous, Thibaut Akpakpo Esquinol. Vous êtes journaliste politique, ingénieur en environnement et santé. Je vous souhaite une très bonne journée, mais aussi bonne fête. Merci. Actu Matin se poursuit. On va marquer une pause et puis on va retrouver mon prochain invité. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelle reine ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 1000 francs dès la formule évasion. L'installation est offerte. Retour sur le plateau d'Actu Matin avec mon prochain invité. Nous allons porter un regard scientifique sur notre société. Je suis avec Dr Darius Vegbar. Il est président de l'amicale des sociologues anthropologues. Avec lui, justement, nous allons analyser le rôle des sociologues dans le développement du Bénin. Quelle place pour la sociologie dans la construction des politiques publiques. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de votre présence sur Actu Matin. C'est moi qui vous remercie. Comment se porte la sociologie au Bénin? On peut dire la sociologie est en constante construction. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous, on s'est mis ensemble pour contribuer à la construction de l'œuvre sociologique. Allez, vous êtes à la tête de l'amicale des sociologues anthropologues, promotion 1998 et autres. Dites-nous, c'est quoi l'AMISA? Alors, l'AMISA, c'est, entendez, amicale des sociologues anthropologues, créée par la promotion 98 et puis évidemment ouverte sur les promotions qui désirent bien s'associer à nous pour les idées que donc, nous portons. Il n'y a pas que la promotion 98. Il n'y a pas que la promotion 98. Nous avons mis 98 parce que c'est la promotion 98 qui est porteuse de l'initiative. Voilà. Et puis, donc, pour marquer cette empreinte de cette promotion, qui est une promotion quand même assez spéciale. Ah ouais? Pourquoi? En termes d'innovation, en termes de contribution à la visibilité sur la profession de sociologue. Voilà, nous en avons assez fait déjà depuis le campus et après dans nos fonctions dans la vie active, nous contribuons toujours à
à donner plus de visibilité à cette noble profession qui est la profession du sociologue, que d'autres appellent les médecins de la société. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc l'amicale porte les idées de solidarité, de renforcement de la solidarité, de contribution aux réflexions publiques. Donc nous menons des réflexions pour apporter la dimension sociologique aux œuvres et aux interventions publiques et aux politiques publiques. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, tout projet peut être bien monté, mais quand il n'y a pas la dimension sociale, quand il n'y a pas la dimension sociologique qui marque les mesures politiques, elles peuvent être techniquement bien montées, mais échouer à la mise en œuvre. On va évoquer cet aspect dans un instant. Votre amicale traverse un moment charnière de son histoire. Aujourd'hui, quels sont les enjeux qui s'imposent à votre, à ce regroupement? Voilà, vous avez bien dit, nous traversons un moment charnière parce que nous sommes arrivés à une ère où nous allons passer à une nouvelle gouvernance, parce qu'il y a eu un bureau que j'ai dirigé pendant 2 mandats déjà. Ah, mais il vous faut un 3e mandat, non? Voilà, non, nous faisons jouer le rôle démocratique assez dur. D'accord. Voilà. Mais il vous suffit de modifier la Constitution, de faire un peu pression sur quelques membres. Le sociologue est par excellence celui qui respecte les normes que la communauté s'est définie. Donc nous n'entravons pas les normes. Donc vous n'êtes pas tenté par un prolongement de votre mandat? Non, pas du tout. Quoique je suis toujours porté par les amis, par les collègues, mais je pense que personne n'est indispensable et quand vous finissez ce qui est convenu communément, il faut C'était une respecter. parenthèse. Allez, on évoquait les enjeux. Voilà, les enjeux, donc comme je le disais, c'est que nous sommes arrivés à un moment où, après avoir fait les 2 mandats réglementaires, nous devons passer le témoin à une nouvelle équipe. Et c'est le premier enjeu. Le second enjeu, c'est que nous avons prévu faire de cette assemblée générale, puisque c'est donc une assemblée générale que nous organisons demain. Et comme à notre habitude, nous voulons faire de cette plateforme un creuset pour passer des messages, un message d'ordre scientifique. Je crois que vous l'avez abordé tantôt. Et donc il y aura un thème central qui va porter cette assemblée générale. Et le thème que nous voulons développer, c'est l'indispensable transversalité du sociologue dans tout projet de développement. Voilà. En tout cas, c'est un thème assez évocateur. Quel est le contenu et le sens que vous donnez à ce sujet? Alors, comme cela s'entend, et c'est d'ailleurs notre ligne de conduite, la portée majeure, c'est que nous voulons rappeler à toute la communauté scientifique, politique, pour ne pas dire des gouvernants et des acteurs de développement, la nécessité d'associer à toutes les phases de leurs interventions les sociologues. Parce que ça ne se fait pas? Pas assez. Je sais que les partenaires au développement, les associations de la société civile, les ONG utilisent actuellement beaucoup, ça il faut le reconnaître, les sociologues, mais il en reste que plusieurs se demandent, bon, sociologue ça sert à quoi, sociologue ça sert à quoi, et c'est de notre responsabilité de continuer à faire savoir le rôle que le sociologue peut apporter au projet de développement. Et en termes de rôle, pour y arriver, c'est surtout l'identification des facteurs, l'identification des facteurs sociaux, la compréhension des dynamiques sociales qui peuvent porter toute intervention. Parce que les interventions, les infrastructures, les idées, les projets sont développés pour la société.
Et il est donc nécessaire que la société pour laquelle les infrastructures sont construites, les projets sont développés, il faut comprendre leurs attentes réelles, il faut comprendre comment est-ce qu'on peut les impliquer davantage pour que les projets et les infrastructures soient durables. Il y a peut-être une question de méconnaissance. Et comment, peut-être, je dirige un exemple, dans la réalisation d'une infrastructure, en quoi on peut faire recours à un sociologue? Voilà, très bien. Par exemple, quand on pense à construire, on voit que dans un village, les gens ont besoin de l'eau, ils n'ont pas accès à l'eau, et tout de suite, le technicien, le gouverneur, il dit, puisqu'ils ont besoin de l'eau, allez réaliser un forage. Et les techniciens, les ingénieurs se mettent ensemble, élaborent la profondeur, la distance, et donc tous les paramètres techniques qu'il faut pour avoir un forage. Et puis donc, ils vont dans le village et puis ils réalisent le forage. Mais il se trouve que parfois, on peut bien réaliser ce genre de forage. J'ai pris l'exemple de forage, et puis ça peut être un marché aussi. Donc, on réalise un marché. Mais quoique les populations aient besoin de l'eau, aient besoin de forage, aient besoin de marché, on se rend compte qu'après avoir investi beaucoup d'argent pour réaliser le forage, beaucoup d'argent pour réaliser le marché, que le marché n'est pas fréquenté, le forage n'est pas exploité. Mais les gens, les populations, ils ont besoin de pour des problèmes techniques? Pas que, c'est beaucoup plus d'ailleurs pour d'autres raisons, par exemple des raisons d'ordre culturel. Là où on a foré le puits peut être un endroit chargé de symboles culturels, peut être un endroit chargé de symboles, social, voilà, qui peut être spirituel, ça peut être aussi chargé de symboles spirituels. Et ça, les techniciens ne sont pas outillés pour le savoir. Et donc, quand on n'arrive pas, avant d'ériger un forage, quand on n'arrive pas à déblayer le terrain, à chercher à savoir quelles sont les charges, quelles sont les relations que les populations ont avec cet endroit, on peut construire et ils ne vont pas l'exploiter parce que pour eux, ce qu'ils ont en perception, en représentation symbolique, dépasse l'utilisation de l'eau qu'on leur apporte. Et donc, pour nous, on est appelé à mettre ensemble ce que les techniciens ont bien bâti, les paramètres techniques pour avoir l'eau, pour avoir tout ça. On met ensemble avec les perceptions des populations, leur vécu, les liens avec la nature, l'environnement, voilà. On met tout ça ensemble. Et c'est nous qui avons cette responsabilité, c'est nous qui sommes formés pour être les mieux à identifier ce que les populations pensent, comment ils construisent leur dynamique sociale. Et donc, voilà. Donc, en amont, il faut vraiment solliciter les sociologues pour identifier des zones où on pourrait réaliser ces infrastructures. Nécessairement. Quand on prend aussi, par exemple, dans le domaine des changements climatiques, et ça, très peu de chercheurs aujourd'hui associent ces éléments. Par le passé, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, les anciens, ils savent comment est-ce qu'on protège nos forêts. Ils ont des valeurs, ils ont des perceptions, ils ont des organisations, ils ont des dynamiques qui permettent de protéger les forêts. Ils ont des dynamiques, ils ont des perceptions et ils ont des normes sociales qui entourent comment est-ce qu'il faut protéger les forêts. Et ça, il faut aller à leur rencontre, il faut les écouter, il faut parler avec eux. Et les techniques pour parler avec les populations, c'est nous qui avons été formés pour ça. Et donc, il est vraiment nécessaire pour tout projet de développement que les sociologues, anthropologues soient associés en amont, dès la conception, à la mise en œuvre et aussi à l'évaluation. Docteur, on va finir avec un appel. Notre appel sera en 2 temps parce que nous allons à une assemblée générale demain. Nous invitons nos collègues à se joindre à nous pour une réussite parfaite de cette assemblée générale, parce que au-delà du fait que nous allons mettre en place une nouvelle gouvernance, il y aura le fait qu'on va actualiser nos tests, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la loi impose désormais un certain nombre de critères pour les associations. Et voilà. Et le second appel, c'est que
c'est d'inviter tous les sociologues, qui soient membres de la MISA ou pas, de se tenir disponibles pour accompagner toutes les œuvres et toutes les mesures, toutes les politiques sociales qui vont être développées dans notre pays, et pour que notre expertise soit à portée de main. Dès qu'on nous sollicite, on soit vraiment disposé pour apporter notre contribution à la construction de l'édifice qu'est notre pays. Merci à vous, Dr Darius Wegbar. Vous êtes le président de l'amicale des sociologues anthropologues. Merci vraiment pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite, je dirais, une journée de travail pour votre assemblée demain. Voilà. Et bon vent pour le prochain bureau. Merci bien. Actu Matin se poursuit. Je vais retrouver Candide Ronrindo. On va parler sport. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui ? Les rois de l'Europe ? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain ? Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse ? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie ? Tu es beau comme un petit presse. Nouvelle reine ou les reines du shopping ? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 1000 francs dès la formule évasion. L'installation est offerte. Candide, bonjour. Oui, bonjour. La manche retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa a pris fin ce jeudi. Avec une panoplie de rencontres déroulées dans le cadre de cette manche retour de la Ligue Europa saison 2025-2026 et on connaît désormais 16 équipes qui vont disputer l'étape des quarts de finale en 2 manches également. Pour le compte des différentes rencontres déroulées hier, il faut le dire que l'équipe du FC Braga s'est imposée par un score de 4-0 à son homologue de Ferencvaros. Lyon a été battu 2-0 par son homologue de Celta Vigo. Nottingham Forest s'est imposé par un score de 2-1 l'équipe de Midtjylland. Fribourg a battu par 5-1 Genk, 4-0 pour la victoire du Real Betis devant Pana. Le FC Porto s'est imposé par 2-0 à Stuttgart, même score pour la victoire de Aston Villa devant l'équipe de Lille. Et puis la Bologne a battu par 4-3 l'équipe de l'AS Roma. Le tableau des équipes qualifiées pour les quarts de finale, le voici. FC Braga, qui est le premier à se qualifier pour cette étape, et bien suivront Celta Vigo, Nottingham Forest, Fribourg, Real Betis, FC Porto, Aston Villa et l'équipe de Bologne. Voilà donc les équipes encore en course pour justement le titre de cette saison. Sur le continent, les quarts de finale des été clubs de la CAF vont prendre fin ce week-end. Avec la manche retour des quarts de finale de cette étape de la compétition, de ces 2 compétitions qui concernent les clubs sur le continent, qui s'ouvrent déjà ce vendredi, il faut le dire, avec une rencontre à suivre. Commençons déjà par la Ligue africaine des champions, où on va assister à 2 rencontres demain après-midi et 2 dimanche après-midi. Pyramide FC sera face à l'équipe de l'ASFA du Maroc. Al-Ahli d'Égypte va défier l'équipe de l'Espérance de Tunis. Dimanche, le Stade malien sera face à son homologue de Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud. Et puis Al-Hilal du Soudan va défier l'équipe de la Renaissance sportive de Berkane pour tenter d'ouvrir les portes de les demi-finales. Et bien, au niveau de la Coupe de la Confédération, on va assister à 4 rencontres également, dont
une qui va se dérouler entre l'équipe du CR Belouizdad et l'équipe d'Al-Masri. Et puis, bien entendu, 3 autres rencontres à suivre dans l'après-midi du dimanche. Zamalek d'Égypte sera face à l'équipe de l'Est Auto. L'USM Alger va défier son homologue de l'Est Maniema Union. Et puis Wydad de Casablanca va défier l'Olympique Club de Safi. On revient maintenant au plan national pour évoquer déjà les résultats de la Ligue 3 masculine saison 2025-2026 où on a assisté hier à la clôture de la 10e journée de cette compétition amateur avec la seule rencontre qui restait sur les 5 programmés pour le compte de cette 10e journée. Ainovi Football Club à domicile s'est imposé par un score d'1-0 à l'équipe de CFS. Et pour faire complet les différents résultats de cette étape de la 10e journée, et bien entendu Abisport qui s'est imposé par un score d'1-0 à l'équipe des Wedja, 1-1 entre Étalon et l'AS Léopard. La jeunesse sportive de la Vallée a battu par 2-1 l'équipe de la jeunesse athlétique de Misrété. Puis la jeunesse sportive de Ouida a partagé les points avec l'équipe de Tombo FC d'Adjara. Au niveau de la poule B, toujours au niveau de la Ligue amateur, la Ligue 3 pour être plus précis, on va assister à la 9e journée ce week-end avec 4 rencontres à suivre au total. Toutes ces rencontres vont se dérouler demain après-midi. La jeunesse sportive d'Agonli va recevoir dans son entre son homologue de l'US Baboni. L'AS Tonnerre de Boycon va offrir son hospitalité à l'équipe de l'AS Okuta. AS Souta de Malanville va défier l'équipe des Aigles de Boycon. Et puis Soleil FC va défier l'équipe de l'AS JFA. On s'intéresse maintenant aux affiches qui vont animer l'actualité ce week-end, la 21e journée de la Ligue béninoise 2025 et 2026. 9 rencontres au total à suivre pour le compte de la 21e journée de la Ligue 1 béninoise saison 2025-2026. Banigancé va défier l'équipe d'Espoir FC de Savalou demain samedi à partir de 16h. Au même moment, Asfo va recevoir dans son entre l'équipe de l'Autopopo. L'USS Kraké sera en déplacement à Ndali pour en découdre avec Damissa Football Club de Ndali, tout comme les Sobemap qui sera en déplacement à Niki pour défier l'équipe de l'US Cavalier. AS Cotonou va disputer les unités avec l'équipe des Dragons de Lomé. Puis dimanche, 4 rencontres à suivre. Jeunesse sportive de Poubert Audio, Dynamo d'Abomey, Ayema, Spark, Coton d'Adier, Buffle pour le compte de cette 21e journée. Le classement avant cette journée, c'est bien entendu dominé par Coton Football Club avec 40 points au compte, un goal différentiel de plus 15. Le top 3 est complété par Buff et les Soubemap, respectivement 2e et 3e sur ce classement. Au bas du classement, c'est Dadier Football Club qui garde la lanterne rouge. On va maintenant descendre dans l'antichambre de la Ligue 1 béninoise pour ainsi parler des affiches de ce week-end pour le compte de la Ligue 2 béninoise. On va assister à la 19e journée au niveau de la Ligue 2 béninoise saison 2025-2026, dont une rencontre déjà à suivre cet après-midi entre l'équipe de l'AS Elite Sport et la jeunesse athlétique de Kétou. Puis cette 19e journée va se poursuivre demain après-midi avec 4 rencontres: Sitatunga, Abei, Beke, Énergie, Dynamique Boa, Diefa, Dynamo de Paraco. Puis dimanche, 4 autres rencontres à suivre: Ponte FC, Aziza, Requin, Est, Takunavan, Communisport, Ria Sport, Adidja, S à Police. Le classement, il est dominé par Abeki FC avant donc la 19e journée avec 33 points au compteur, un goal différentiel de plus 10. Sitatunga est deuxième avec 32 points au compteur, un goal différentiel de plus 4. Et puis Diefa a bouclé le top 3 au classement avec 30 points au compteur. Au bas du classement, c'est Dynamique FC de Djougou qui garde la lanterne rouge avec 6 points au compteur après 18 différents matchs disputés. Et chez les dames, on va assister ce week-end aux 11e et 9e journées de la première division féminine. 11e journée au niveau de la poule A, poule dans laquelle on va assister à 5 rencontres ce week-end dans le cadre donc de cette 11e journée. Puis 4 rencontres à suivre demain après-midi: AS Cotonou, Ainovi, Espoir, Cefos, AS UMS Sanadia et puis Tambour Dynamique. Dynamique, équipe qui a terminé leader de la phase aller au niveau de cette poule, battue lors de la précédente journée, qui sera en déplacement donc sur le terrain de Tambour Seladjara ce week-end pour le compte de la 11e journée. Pendant ce temps, dimanche, l'équipe de Samneli, équipe championne en titre, qui a été aussi battue le week-end écoulé par l'équipe d'Ainovi Football Club, va recevoir dans son entre
pour le compte de cette 11e journée à Saba Football Academy. Mais avant, le classement reste toujours dominé par Dynamique FC d'Abomey-Calavi avec 23 points au compteur, un goal différentiel de plus 11 à 8 points de plus que Tombo FC Dediara qui vient en deuxième position avec un goal différentiel de plus 5. LAS Cotonou est troisième au classement dans la poule A avec 14 points au compteur. Et puis au bas du classement, CFOS est bon dernier avec 7 points au compteur, un goal différentiel de moins 8. Au niveau de la poule B, vous l'avez évoqué, on va assister à la 9e journée de compétition ce week-end avec 4 rencontres à suivre au total. Toutes ces rencontres vont se dérouler demain après-midi. Elite AC de Paracourt, actuel leader de la poule, sera face à l'équipe de l'Est JFA Vigueur C de Lokossa va défier Fall de Boycon. Les filles de l'Est Lyon de Banter vont croiser les crampons avec leurs homologues de l'Est Gamia de Bambereke. Pendant ce temps, l'Est Basson sera en déplacement sur le terrain de Léopard Omnisport d'Abomey. Le classement dans cette poule reste dominé par Elite AC avec 19 points au compteur, un gros différentiel de plus 9. AS Gamia est deuxième avec 16 points au compteur, un gros différentiel de plus 10. 12 points au compteur pour l'AS IFA qui boucle le top 3. Et puis dans le top 3 au bas du classement, l'AS Lyon est bon dernier avec 3 points au compteur, un gros différentiel de moins 15. Candide, on change de discipline pour finir. On va parler volleyball. La 7e journée de la Ligue professionnelle est programmée pour ce week-end. Avec un total, il faut le dire, de 10 rencontres à suivre ce week-end. Commençons déjà par les affiches de demain samedi. On va assister à 4 confrontations au niveau des messieurs. Adidja Football Club sera face à son homologue d'énergie VBC. Jiba Omnisport va disputer les 7 avec l'équipe de Finance Volleyball Club All-Star sera sur le terrain d'Alada Olympique pour le compte de cette 7e journée. Et puis Beke va défier Dynamique Volleyball Club chez les dames. Adidja Énergie, Jiba Omnisport, Queens VBC, Alada Olympique, AS Cotonou sont les rencontres à suivre demain pour le compte de cette 7e journée. Et puis sur la deuxième partie du tableau, pour le reste des rencontres à suivre, comptant pour cette 7e journée de la Ligue professionnelle saison 2026 chez les messieurs, All-Star sera face à Énergie, Police républicaine, Adidja, Finance VBC, AS Cotonou. Sont aussi des rencontres à suivre chez les hommes demain dimanche pour le compte de cette 7e journée. Et puis chez les dames, Queens VBC sera face à son homologue d'Alada Olympique. Merci à vous, Candide Rourinto. Très bonne journée à vous. Après vous, maintenant, je vais installer Franck Arnoux et son invité dans la cage à questions. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit presse. Nouvelle reine ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 1000 francs dès la formule évasion. L'installation est offerte. Grâce au microcrédit à l'AFIA, Mariam a fait grandir son commerce. Avec le microcrédit à l'AFIA, Kofi a acheté cette nouvelle machine. Bonne nouvelle, le microcrédit à l'AFIA 3 est arrivé. Avec le microcrédit à l'AFIA 3, empruntez de 100 001 francs à 200 000 francs CFA pour développer votre commerce, investir dans vos projets et augmenter vos revenus. Un crédit rapide et simple à rembourser chaque semaine ou chaque mois. Rendez-vous vite dans l'une de nos institutions de microfinance partenaires.
Pour toute information, appelez gratuitement le 73 20 de 8h à 18h, 7 jours sur 7. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. De la société civile et surtout des médias qui aussi ne s'engagent pas, mettons, dans le jeu afin de l'expliquer suffisamment aux populations. Je pense que ceux qui nous ont entraînés dans la fièvre du renouveau démocratique en 90 ont fait ce qu'il fallait, ce qu'ils pouvaient, mais aujourd'hui que nous avons, avec le recul, constaté tous les problèmes qu'il y a autour, nous pouvons commencer à les corriger courageusement et redonner le pouvoir aux citoyens électeurs. Il faudra aussi montrer l'exemple. Et on n'a pas l'impression que nos aînés nous aident beaucoup. Ils ne nous aident pas parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ceux qui s'opposent à un gouvernement ne s'opposent pas à ce gouvernement-là forcément parce que le pays recule. Ils s'opposent à ce gouvernement-là peut-être parce qu'on leur demande de le faire. Il y a des télécommandes qui disent ce président-là, il faut l'arrêter. Celui-là, il faut faire en sorte qu'il dégage. Et celui-là, il faut faire en sorte qu'il n'atteigne pas, qu'il ne réussisse pas tel projet. Vous voyez? Donc, il y a de ces choses-là qui se font avec les nationaux. Et c'est pour ça que les hommes politiques doivent faire attention à travailler pour le pays plutôt que pour d'autres intérêts qui ne sont pas des intérêts nationaux. Alors, l'Afrique de l'Ouest a un problème avec la démocratie ou c'est plutôt Jacques Chirac qui avait raison en disant que la démocratie est un luxe pour les Africains? La réponse à cette problématique pourrait se trouver un peu dans ce que disait le professeur Maurice Arens-Ouglélé lorsqu'on faisait la popularisation de la nouvelle constitution de 1990, 90, oui. Où il disait que il faut absolument qu'avec le vent qui souffle là, pour qu'on ne soit pas dépassé par les événements, qu'on fasse en sorte que les fondamentaux de la démocratie soient enseignés. Que la Constitution soit enseignée à partir de l'école primaire. Que les questions touchant aux droits de l'homme soient enseignées à partir de l'école primaire jusqu'à l'université. De façon à ce que les citoyens aient l'élévation mentale nécessaire pour comprendre au fur et à mesure que les tests qui ont été désormais adoptés appellent de la part des citoyens un certain comportement. Franck Aounou, bonjour. Bonjour Eric. Aujourd'hui c'est jour de fête et c'est avec vous que j'aurai le plaisir de conclure cette émission. Mais avant, vous avez 5 questions à poser à votre invité. Absolument, 5 questions de ce vendredi de Ramadan. C'est à monsieur, bien entendu, Armand Betty, les membres de l'UCOTAMOB, c'est l'Union... L'UCOTAC, voilà, j'y arrive, excusez-moi de peu. L'UCOTAC, il est membre de l'UCOTAC, l'Union des conducteurs de taxi-moto de Cotonou. C'est bien cela, monsieur Betty. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes en plateau ce matin pour qu'on parle un peu de la présidentielle. Vous êtes concerné, vu que vous êtes les moteurs de nos villes, les témoins de nos confidences et parfois les premiers thermomètres de notre économie, les émigrants, les quinquennaux ou toute appellation qu'on vous colle dans la circulation. À l'approche de l'échéance présidentielle, qu'est-ce que vous demandez concrètement à ces candidats qui viendront bientôt au contact des populations? Qu'est-ce que vous attendez de ces candidats à la présidentielle? Oui, merci, monsieur le journaliste, pour votre question. Et je vous remercie pour l'honneur que vous nous faites de venir quand même répondre à ces préoccupations politiques, parce que nous sommes tous des citoyens. On doit participer à la vie politique, ça c'est normal. Je crois que d'abord, je vais parler d'abord du point de vue général, parce que je suis citoyen. Et ce que nous entendons de ce président, vous savez, d'abord, c'est Dieu qui donne le pouvoir.
Et Dieu connaît déjà ce prochain candidat. Moi, je ne connais pas, vous non plus. Vous ne connaissez pas le prochain candidat. Le premier président, on ne le connaît pas. Mais c'est Dieu seul qui le connaît. Et ce que nous attendons de lui, il a beaucoup de choses à faire. Il va travailler. Parce que quand vous venez et que celui que vous remplacez a fait des merveilles, vous devez faire tout possible pour le dépasser. Donc, il aura beaucoup de défis à relever. Et du point de vue général, je pense que il doit d'abord, je vous en prie, préserver les acquis de 1990. Ça, c'est primordial. Se pencher sur les droits de l'homme, la tranquillité, la paix, la cohésion nationale, l'unité nationale, et que le Bénin et les Béninois parlent le même langage. Donc, c'est d'abord un défi. Donc, c'est sérieux. Et puis, ma doléance, c'est qu'il fasse m'élever sur le dossier des exilés politiques. Les gens ils ont abandonné le pays en partant bien sûr avec leur capacité financière. Parce que vous voyez ce qui se passe dans le pays, l'économie est déséquilibrée, il n'y a pas d'argent. Ceux-là, ils sont partis avec leurs sous. Et ça agit énormément sur l'économie béninoise, il faut le reconnaître. Donc qu'ils fassent une levée dessus. Donc voilà. Donc ça, c'est des points de vue général en tant que citoyen. Voilà, on va entrer dans le fond du sujet. Quand, par exemple, vous terminez votre journée et que vous rentrez chez vous, est-ce que les recettes de vos courses aujourd'hui suffisent encore pour nourrir la famille, préparer l'avenir de vos enfants, régler les petits problèmes pour aller plus concret? Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile, il faut le reconnaître. Parce que quand vous prenez, par exemple, la ville de Cotonou, vous allez compter au moins 500 000 émigrants. Je dis bien 500 000 émigrants seulement pour la ville de Cotonou. Et pour toutes nos grandes villes, c'est des millions d'émigrants. Donc ça veut dire que le travail est partagé. Il y a plutôt dans ce domaine, et si bien que ce qu'on trouvait avant, on ne peut plus trouver maintenant, ça c'est clair et net. Mais par la grâce de Dieu, Dieu aidant, on arrive quand même à joindre les deux bouts et nous le remercions chaque fois. Alors, en tant que conducteur de taxi-moto, vous êtes exposé toute la journée au soleil, à la poussière, aux intempéries et parfois au risque d'accident. Qu'attendez-vous concrètement du prochain président pour que le métier de zémidjan ne soit plus synonyme de précarité en cas de maladie? Voilà, merci pour votre question, parce que là, vous avez touché du bout de doigt la situation, parce que nous sommes exposés, nous-mêmes nous le savons, nous sommes exposés, parce que on dit à l'impossible, nul n'est tenu. Vous savez, les émigrants, quand vous les voyez, il y a des diplômés, il y a des gens, des étudiants, il y a des gens désœuvrés, il y a des gens qui ont perdu leur travail, etc. C'est tout un grand nombre. Ajouté à ça, les étrangers qui travaillent avec nous, que nous les acceptons à part ouverte. Donc, on est exposé, nous le savons. On est exposé, le projet H, on en a parlé. On avait reçu des formations concernant, mais aujourd'hui, rien n'est fait. On nous a parlé, c'était, vous m'excusez, pour nous autres émigrants, c'est de la littérature. On a vu le projet H intervenir quand même dans certaines couches sociales, mais chez nous, pas encore. Donc nous attendons encore, alors que le président est en train de partir. Est-ce que c'est le prochain qui viendra faire pour nous? On ne sait pas. Donc on est dedans comme ça et Dieu dans s'en sort. Et c'est Dieu qui nous protège, il faut le reconnaître, parce que nous n'avons pas la force matérielle, c'est Dieu qui nous protège. Si moi je vais vous dire que depuis plus de 30 ans je n'ai pas pris le sérum, vous n'allez pas me croire. Nous sommes, c'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui nous protège. Et donc on n'a aucune force matérielle. Et pour ce qui concerne l'insécurité, les cas d'accident, parce que dans vos rangs également, on en trouve qui ne respectent pas les codes, les règles de la circulation, qui circulent tard dans la nuit dans des zones qui sont réputées des zones d'insécurité et qui n'observent pas, ne portent pas les casques et tout. Qu'est-ce que vous attendez du président? Ce que vous-même vous allez faire pour l'aider à changer un peu vos conditions de travail? Notre condition de travail, vous savez, le casque... Vous savez, moi je remercie d'abord la CSA Bénin. Cette confédération syndicale à laquelle nous autres ICOTAC, nous on est affiliés. Et si vous regardez dans le rétroviseur, c'est la CSA Bénin qui avait parlé la première fois de port de casque pour les passagers et pour nous-mêmes.
Donc la CSA Bénin a fait beaucoup de choses dans ce domaine. Mais bizarrement, les gens n'en portent pas parce qu'on dit que c'est encombrant, on dit qu'il fait chaud, etc. Et il y a eu tellement de sensibilisation. Et quand on les arrête et qu'on les verbalise, qu'ils ne vont pas pleurer, pas pleurnicher. Donc je crois que la loi ne connaît personne. On est en mesure de respecter les lois de la République qui dit de porter le casque et de donner le casque aux passagers. Ça, c'est une loi. Il faut respecter. La loi ne connaît personne. Il faut respecter la loi. Donc, c'est ça. Alors, le président, s'il est ferme sur ce point-là, vous allez pouvoir comprendre en son temps. Ah, vous savez. Parce qu'il suffit d'une ou de deux interventions des autorités en charge de la sécurité, des policiers sur le terrain, et puis ça commence par crier dans tous les sens. Le nouveau président a fait ci, il a fait ça. Est-ce que vous allez véritablement accepter des réformes dans ce secteur? Non, on va répondre parce que vous savez, le CAS n'existe pas au temps du président. Tous les présidents qui étaient passés, les CAS existaient avant leur arrivée. Quand vous voyez dans les pays développés, même à Lomé tout près là, mais quand vous n'avez pas votre CAS, ça fait des décennies et vous ne pouvez pas sortir. Donc, je crois que c'est même dans le code de la route, a exigé le cadre de port de CAS pour tout conducteur. Motocycliste, donc c'est une loi, c'est dans les règles du code de route. Quoi que c'est, il vient le faire, il va le faire, c'est non, parce que vous savez, depuis cet temps, le port de casque quand même est en train de prendre certaine ampleur. Et il y a eu un peu quand même il n'a plus de laisser aller, parce que quand vous faites ça et qu'on vous verbalise, ça fait tant pis pour vous. Donc depuis cet temps, on est en train de se faut remettre ça. D'abord pour notre propre sécurité et pour la sécurité des passagers que nous prenons. Donc s'il œuvre dans ce sens, bravo, parce que c'est pas lui qui a créé ça, ça existait avant que lui ne vienne au pouvoir. Donc c'est une loi internationale, il faut porter son casque. Vous savez, moi je pense souvent l'image d'un poussin. Quand la mère poule clôt les œufs, vous voyez, le poussin sort avec une petite coquille là, sur sa tête, pour dire que quoi, il faut se protéger. Il faut passer son cas, c'est nécessaire, c'est indispensable. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous connaissez, que savez-vous des candidats qui sont en liste pour la présidentielle? Est-ce que vous les connaissez? On les connaît très bien. Moi, je les connais. Écoutez, le monsieur Paul Humbert, qui était ancien ministre de la culture, je crois, qui était le secrétaire de la FCBE, qui aujourd'hui est le président de la FCBE, il est candidat avec son policier. Le second... en tout cas, de toute façon, le rang n'importe pas. Hein. Donc, c'est lui qui est venu directement à ma tête. Et il y a le monsieur Wadaï, Oumiad, qui est resté au ministère des Finances et il a fait avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup de dynamisme. Donc, nous les connaissons très bien. Très bien, nous les connaissons. Bientôt, ils seront à vous. Et d'ailleurs, ce samedi, le candidat Romuald Wadaï va présenter son projet de société. Vous, conducteur de taxi moto, Zémédian, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez entendre de ces exposés? Merci, hein, c'est une question très bienvenue. Parce que nous, là, on l'attendait, bien sûr. Parce que vous savez, ce que nous l'attendons de lui, nous, Zémédian, c'est d'abord le dossier de revoir, de voir le dossier de reconversion des émigrants. Vous savez, le dossier de reconversion des émigrants était déposé à la table de la présidence, ça fait plus d'une décennie. Allez vérifier. Mais c'est sûrement ou certainement, ou bien je ne sais pas, hein. Peut-être que c'est rangé dans les placards, dans les tiroirs. Mais il n'a qu'à fouiller ces placards-là et faire sortir ce dossier de reconversion. Et vous savez, ce dossier de reconversion, vous allez voir que nous avons donné la priorité à l'agriculture. Parce que la terre ne ment pas, nous le savons. Puis il y a l'élevage, il y a la pêche, il y a l'artisanat. Vous n'allez pas voir le commerce dedans, vous n'allez pas voir les activités bureaucratiques. Donc, non, nous avons. Donc, mais juste là. Vous m'excusez, c'est le jargon là, c'est le statico. On n'en parle pas alors que c'est à leur niveau. Donc quand il va venir faire ça, nous sommes très contents. Donc il n'a qu'à faire sortir ce dossier. Et puis deuxièmement, il n'a qu'à réorganiser ce système, le système de ZEM. Vous voyez GoZem aujourd'hui, comment GoZem a redynamisé, a donné beaucoup d'ampleur aux ZEM, à notre métier. Il avait commencé par le contrat de moto. Aujourd'hui, il est dans des contrats de voiture et de tricycle. C'est ce que nous voulons. Et essayer de réorganiser le système pour que ceux qui travaillent dedans trouvent la promotion. Et vous voyez, ils sortent de la précarité, sortent de la pauvreté. Et puis, ailleurs, à des activités génératives de revenus.
Donc, nous attendons ça de lui. Alors, est-ce que vous êtes en train de parler pour vous ou pour l'ensemble des immédiats? Est-ce que vous accordez vos violences sur cette question-là, la reconversion? Certains seront prêts véritablement à déposer les motos pour aller à la terre, vous en êtes sûr? Pourquoi pas? De toutes les façons. Tout le monde ne peut pas rester dans cette ligne-là. Mais il y aura la majorité. Parce que vous voyez, je dis, il y a des millions de immigrants. Il y aura, parce que nous-mêmes, on est fatigués. On le fait parce que, vous savez, le ZEM, c'est une panacée. C'est une panacée. Et ceux qui ne veulent pas le faire, ça va être tant pis pour vous. Écoutez, moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Oui, allez-y. Mais concernant moi-même. Vous savez, moi, j'ai commencé par... moi, j'étais allé à la terre, ça fait déjà bientôt 4 ans, hein, mais j'ai planté que des cocotiers. Et là, j'ai mis énormément de sous. J'ai mis des millions. Parce que j'avais commencé avec 100 mètres carrés à sa villa. J'ai mis énormément de sous. Vous voyez, l'achat de la parcelle plus l'investissement, tout ça là. Mais écoutez, on est prêt à aller. Mais c'est le gouvernement, les gouvernants qui doivent nous accompagner. Les gouvernants là, doivent nous accompagner. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas aller à la terre, à l'élevage, etc. sans la matière première qui est la terre. Et dans aucun projet, vous n'allez voir aucune microfinance, vous achetez une terre. Non, vous avez votre terre. L'État doit avoir forcément des terres. Mais si l'État a la terre, la matière première, mais nous on est prêts à aller. Le reste, c'est le fil. Sinon, l'État doit avoir la terre, nous donne la terre et préfinancer. Mais ce que moi je vous ai dit, mon expérience personnelle, mais depuis 4 ans, je n'ai pas eu le retour de l'investissement parce que les cocotiers que moi j'ai plantés, il faut attendre au moins 5 ans avant de commencer par récolter. Et pendant ce temps, je mange, je bouge, j'assume ma responsabilité familiale. Donc si vous n'avez pas le minimum dans votre cagnotte, vous ne pouvez pas vous engager dans cette... C'est pas possible. Pour cela, il faut l'accompagnement. Il faut l'accompagnement forcément venant du gouvernement, l'assistance, le suivi, pour qu'on puisse aller. Si c'est réglé, nous on est prêt à l'instant T là, nous on est prêt à donner le top, il n'y a pas de problème. Oui. Armand Betty, vous allez regarder droit dans votre caméra pour passer un message au prochain président pour conclure. Un message qui vous tient à cœur. Regarde dans la caméra. Il y a beaucoup de messages. Ce que moi j'ai dit, je vais lui dire, on dit souvent, montre-moi ta foi et je te dirai qui tu es. Ou à un autre de dire, montre-moi ton Dieu et je te dirai de quoi tu es capable. C'est ce que nous attendons de lui. Mais il doit faire plus que le président Talon. Le président Talon, nous l'applaudissons, il a travaillé. Nous l'applaudissons. Il a eu beaucoup de mérites. Il a fait des réformes courageuses, audacieuses. Donc il doit faire plus. Il doit penser à la reconversion des immigrants. Et pour qu'on puisse sortir de cette précarité. Parce que vous savez, il y a pétrole. Mais ça devait même faire pleurer nos dirigeants, nos gouvernants. Que quand vous voyez que toute la jeunesse... Bien sûr, la majorité de la jeunesse est dans le ZEM, mais quelle relève il y aura pour ce pays? C'est la relève en ZEM? Non, il n'a qu'à faire tout possible pour qu'il y ait diminution de nombre et qui pensent véritablement à nous, que ce soit le président Wadayi ou le président Humpé, je n'en sais rien, mais ce président-là doit forcément, parce que vous savez, mais quand on veut faire des panneaux, quand on veut faire des publicités, on vient vers nous, on devient des panneaux publicitaires. Ce que je pose par exemple, je ne l'ai pas acheté. Regardez, on me l'a donné. Mais pendant les campagnes, on vient vers nous, on sollicite, on fait tout. Mais après, on est marginalisé. On ne pense plus à nous. Il n'a qu'à faire tout possible pour nous faire sortir de la marginalisation. C'est ça ce que nous attendons de lui. Et nous espérons qu'il le fera. Il n'est pas capable. Il n'est pas incapable, du moins il n'est pas incapable. Parce qu'on on les a vus sur le terrain. Que ce soit il y a la finance, aux finances et que ce soit l'autre, on les a vus. Ils n'ont qu'à faire quelque chose dans ce domaine. C'est ce qu'on les attend. Allez, Armand Betty, les conducteurs de taxi-moto, vous l'avez constaté, membre de l'Union des conducteurs de taxi-moto de Cotonou, UCOTAC. Il était notre invité sur les 5 questions de ce vendredi. Éric Guédinon. Merci à vous, votre disponibilité. Merci, M. Betty. Et à la prochaine. Oui, c'est les aime pas, mon frère vous remercie pour le travail que vous faites pour la nation. Et soyez bénis. Merci à vous. Merci vraiment. Merci Franck Arnaud. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonne fête aussi. Merci beaucoup. À la prochaine. À tous nos amis musulmans qui fêtent aujourd'hui. Ça va être la fin de ce numéro d'actu matin. Merci de votre fidélité. Le programme se poursuit sur Canal 3 Télévision. À très bientôt.
L'agriculture, c'est l'avenir de notre pays. L'agriculture, c'est l'avenir du monde. Et nous avons vu ces dernières années les grands bonds que le pays a pu faire grâce à l'agriculture. Nous avons vu les semis modernes, nous avons vu la mécanisation. Nous avons fait de très grands pas, mais on ne s'est pas contenté seulement de produire. Nous nous sommes évertués aussi à transformer pour une meilleure plus-value de nos productions, ce qui a entraîné une industrie naissante, puissante dans notre pays. Nous devons continuer dans l'amélioration. Ce qui a été fait n'est pas du tout mauvais. Nous avons fait de grands bonds, mais la perfection est toujours possible. Il reviendra à l'avenir de pouvoir continuer mieux faire ce qui a été fait hier. La perfection, dans ce monde, on doit toujours la rechercher. Ce qui a été fait est très bien, mais on peut toujours continuer par se bonifier. Ce qui fera que les prochaines années, les filières se porteront mieux. Elles sont déjà diversifiées et elles produiront plus d'effets que ce qui a été fait. C'est vrai que nous avons eu quelques incompréhensions, notamment entre les producteurs, parce que les producteurs voulaient continuer par vendre leur production à l'étranger, ce qui était une perte énorme en termes de plus-value pour nous et en termes d'emploi. Alors que nous avons mis en place un outil industriel aglo pour pouvoir transformer sur place nos productions. Mais la gestion ne s'est pas faite de façon optimale. Il y a eu malcompréhension entre les producteurs et l'État. Il reviendra aux successeurs de mieux gérer cette incompréhension afin que les producteurs continuent par mieux produire, vivent de leur production et que la nation elle-même profite, et aussi les jeunes, parce qu'en transformant nos produits sur place, c'est des emplois que nous créons plutôt que d'aller créer ces emplois au Vietnam ou dans les autres pays indonésiens. Cela va sans dire. Quel militaire béninois n'est pas fier de porter des treillis produits au Bénin? Quel béninois ne sera pas fier que demain on lui dise que certains maillots de la Coupe du Monde sont dus au coton béninois et que les maillots ont été produits au Bénin? C'est une fierté. Qui n'est pas fier de voir ces jeunes sortir de Glodibé parce qu'ils travaillent pour la transformation de nos produits. Avant, les produits étaient envoyés directement dans certains pays asiatiques où ils servaient d'emploi pour ces populations et ensuite on les transformait un peu et pour les vendre à 10 fois, 100 fois plus le prix que l'on rachète ces produits à nos paysans. Désormais, ce n'est plus possible. Nos produits sont transformés sur place. C'est une plus-value pour notre économie. C'est des emplois pour notre jeunesse. Quel Béninois ne peut pas être fier? Nous devons poursuivre sur cet élan-là. Maintenant, juste le bémol à faire, c'est qu'il faut trouver le mécanisme d'entente entre les producteurs et les industriels et que l'État joue son rôle de catalyseur pour qu'à la fin, tout le monde trouve son compte. Le 12 avril prochain, il faudrait que les Béninois montrent que nous sommes fiers de ce que notre agriculture est devenue. Nous sommes fiers de l'industrialisation du pays qui se poursuit. Et donc, pour cela, nous devons sortir massivement pour manifester notre vote et dire que ce qui se fait montre que le Bénin demain sera un dragon. Et tous les Béninois doivent pouvoir le montrer. Nous pouvons affirmer que le président Patrice Talon a tendu vers la perfection. J'ai pour habitude de dire que ces réalisations intangibles sont même plus immenses que les routes tracées et les marchés construits. En un mot, il a ramené le Bénin sur les orbites. Il nous a simplement rendu notre fierté d'être béninois. J'ai encore pour habitude de dire que ce monsieur, confiez-lui l'Afrique tout entière. Il va la gérer avec doigté et dextérité. Remercier le président Patrice Talon pour le sacrifice qu'il a fait pour tous les Béninois. Ça ne sera pas assez fort. Nous ne pouvons l'exprimer que dans nos actes et nos comportements citoyens. Et en bon citoyen, nous allons juste exhorter toute la population le 12 avril prochain à sortir massivement pour aller accomplir leur devoir citoyen qui est d'aller voter
pour le nouveau président. Nous allons simplement demander au président Patrice Talon de ne pas rester assez loin de nous parce qu'il a vraiment été un cas d'école politique pour nous, Africains, et pour la jeunesse, particulièrement la jeunesse béninoise. Il y a des réformes sur le plan économique qui permettent aujourd'hui à notre pays, le Bénin, de transformer les produits locaux dans notre pays, comme la GDIZ qui est à Glodigbe. Et aujourd'hui, là-bas, on peut transformer le coton, l'acajou, le soja. Et cela a permis d'offrir à beaucoup de jeunes béninois des emplois. Et des emplois stables. Je dis des emplois stables. Moi, j'ai des amis, j'ai une de mes sœurs qui, après avoir fini sa formation, travaille aujourd'hui là-bas. Et c'est la fierté de ma famille. Et je ne pourrais pas finir aussi, si vous me le permettez, d'aborder les réformes sur le plan touristique et culturel. Nous avons aujourd'hui le Vodun Deis qui draine des milliers de personnes, de touristes qui viennent et qui voient un peu la densité et la beauté de la culture de notre pays, le Bénin. Et aujourd'hui, moi, en tant que citoyen béninois, je suis fier. Je suis fier du travail abattu par le président Talon depuis 10 ans. Et j'appelle à cette unité nationale pour que le 12 avril prochain, que tout le peuple béninois sorte massivement pour aller voter. Parlant de l'héritage de Talon, je pense que c'est beaucoup de choses à la fois. Monsieur, depuis 2016 que le monsieur est venu, nous avons pris le temps d'observer sa méthode de travail, son mode de fonctionnement, et aujourd'hui, on peut aisément parler de ce qu'il est en train de laisser aux populations, au peuple béninois. Et parlant de ces héritages, on peut aborder plusieurs secteurs à la fois. Le secteur de l'éducation, par exemple. Et on a vu ce qu'il a fait. Nous avons vu les enfants mangent aujourd'hui à l'école sans rentrer à la maison. Et il y a les grèves qui n'existent plus dans le secteur public, même dans le privé, il n'y a plus de grève. Dans les hôpitaux, les agents de santé travaillent normalement, ils vont à leur occupation normalement. Dans nos tribunaux, il n'y a plus de dossiers qui restent en instance à cause des grèves. Non, bon, c'est déjà un acquis aujourd'hui qu'il faut pérenniser. Et parlant des infrastructures, surtout dans le secteur du transport, il y a plusieurs routes qui sont construites aujourd'hui et qu'on peut rallier le Parakou à Ketou, Porto-Novo en un laps de temps aujourd'hui, alors que vous voyez quand on devait aller à Parakou, on quitte Porto-Novo, il faut aller prendre par Boïko, perdre le temps, perdre le carburant, faire souffrir le véhicule, tout ça là. Vous voyez, c'est énorme ce qu'on a vu de ce monsieur. Et je pense qu'il est vraiment à féliciter. Et les Béninois que nous sommes devons nous réjouir de cet héritage qu'il est en train de laisser au peuple béninois 10 ans après. J'ai remarqué beaucoup de choses. Et aujourd'hui, maintenant, ça nous fait beaucoup de plaisir dans notre pays. En quittant Porto-Novo, par exemple, pour aller à Semer-Carrefour, vous voyez que la voie est vaste et tout le monde est à l'aise. Autant de pèlerinage, il n'y a plus de Kossoro et tout se passe bien. Mais quand tu quittes là, aux plages, aujourd'hui, maintenant, tout est propre. Parce qu'avant, quand tu vas aux plages, tu vas voir les désordres, tout. Mais aujourd'hui, maintenant, tout est propre. On était contents. Même vers Agbomé là-bas, Agboyen, quoi, il y a certains endroits là, vraiment. Si les anciens présidents qui ont passé, vraiment, s'ils ont déjà nous mettre dans ce niveau-là, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, on va encore dépasser. À Lison au Titembe, il est présent à Oroti, où est premier. Des temps qu'on a Lison, maman grand mon coton pont, des oiseaux mon coton mao mon pont, présent Taron, midi à l'eau, d'Oyaga ou le tempo Titembe tam. Le merci que nous pouvons lui dire, c'est de sortir massivement le 12 avril pour voter. Il faudrait que nous montrons que
tout ce qu'il a fait, on est prêt pour accompagner la suite avec celui qui est là. Et cette suite-là, je pense que vous n'êtes pas à savoir que quand tu veux préparer de la cassa, tu souffres. Il faut faire le maïs, il faut aller écraser, il faut enlever tout ça. Il y a tout un processus, mais à la fin, on s'assoit à la table pour se régaler. Donc je pense que l'heure a sonné pour se régaler et pour que cette heure soit une heure de joie, de convivialité pour nous tous, c'est de sortir massivement le 12 avril pour aller voter. Donc je demande humblement à toutes mes soeurs, mes frères, mes enfants, mes aînés, que le 12 avril, tous ceux qui sont artisans, femmes, hommes, jeunes, je vous demande de sortir massivement pour aller voter. Après plusieurs éditions organisées à travers le monde, le Bénin a accueilli récemment la 5e édition, marquée notamment par la présence remarquée d'investisseurs industriels venus de la Chine. Des échanges qui, visiblement, ne se sont pas arrêtés à la clôture de l'événement, puisque de nouvelles délégations sont revenues au Bénin pour poursuivre les discussions et explorer des opportunités concrètes de coopération. Monsieur Waliou, comment on peut expliquer la SOE, justement, quels sont ses objectifs de base? Dans un monde où le digital est devenu au cœur de l'économie, vous ne pourriez pas en fait faire de grandes choses, aller rapidement vers le développement en tant qu'entrepreneur sans avoir de connexion à l'international. Et le projet de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs a bien évidemment pour ambition de faciliter cette connexion, d'accompagner les projets, d'accompagner le développement des entrepreneurs. C'est une semaine qui restera gravée dans les annales de la coopération économique entre la Chine et le Bénin. Lundi 15 septembre 2025, environ 50 entrepreneurs africains mobilisés et une dizaine d'entreprises chinoises invitées. Les industriels chinois ont pris la parole, vidéo à l'appui, pour permettre à l'assistance de mieux les connaître et surtout savoir les possibilités de collaboration disponibles. Allez, Madame Marie-Ange Deschacus, la 6e édition approche. En tant qu'ambassadrice, comment comptez-vous mobiliser justement davantage les entrepreneurs et les partenaires autour de cet événement? Nous n'allons pas nous contenter de mobiliser que nos frères béninois autour de cette prochaine édition, voilà, parce qu'elle est quand même arrivée à un stade où elle est capable d'accueillir, elle a beaucoup à montrer, et donc pour cela nous allons au-delà des frontières du Bénin. Bonsoir Ahmed et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir M. Gaba, bonjour, bonsoir chers amis téléspectateurs. Quel est le thème que nous allons développer aujourd'hui pour nos amis téléspectateurs? Merci. Le thème de ce jour est nos relations actuelles et nos vies antérieures. Nos relations actuelles et nos vies antérieures. Ouais. Pourquoi ce thème? Et quand la voie de la liberté spirituelle, à travers ce thème, nos relations actuelles et nos vies antérieures, veut nous amener à comprendre que chacun de nous est âme, que l'âme est éternelle, l'âme est immortelle. Pour son cheminement spirituel, l'âme change de corps, et c'est ce que nous appelons réincarnation. Et donc tout ce que nous faisons dans le passé influence aujourd'hui ce que nous sommes. Nos pensées, nos actions, nos comportements influencent ce que nous sommes aujourd'hui. Et bien entendu, vous voyez, si le passé influence le présent, cela veut dire aussi que nous avons la possibilité de corriger le futur. Il faut agir dans le présent. Chaque rencontre, sans aucune exception, existe en vue de favoriser le cheminement spirituel de l'âme qui retourne à Dieu. Cela est vrai de chaque rencontre, de chaque situation, sans aucune exception.
de la société civile et surtout des médias qui aussi ne s'engagent pas, mettons, dans le jeu afin de l'expliquer suffisamment aux populations? Je pense que ceux qui nous ont entraînés dans la fièvre du renouveau démocratique en 90 ont fait ce qu'il fallait, ce qu'ils pouvaient, mais aujourd'hui que nous avons, avec le recul, constaté tous les problèmes qu'il y a autour, nous pouvons commencer à les corriger courageusement et redonner le pouvoir aux citoyens électeurs. Il faudra aussi montrer l'exemple. Et on n'a pas l'impression que nos aînés nous aident beaucoup. Ils ne nous aident pas parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ceux qui s'opposent à un gouvernement ne s'opposent pas à ce gouvernement-là forcément parce que